la glande mammaire, ou bien sûr la glande mammaire, elle existe chez l'homme et chez la femme. Mais on va insister sur la glande mammaire chez la femme. Parce que ça a une importance très importante sur le plan clinique. Vous savez que le premier cancer chez la femme, c'est le cancer du sein. Le premier cancer chez la femme, c'est le cancer du sein. Donc la glande mammaire chez l'homme, elle va évoluer normalement, elle peut se développer dans certaines pathologies, comme la gynécomastie, mais on va insister sur la glande mammaire féminine, c'est le sein chez la femme. Alors, la glande mammaire, les glandes mammaires, il y a deux glandes. Il y a normalement un gland, normalement on va voir qu'on peut avoir certaines anomalies en biologie. Alors, les glandes mammaires sont des glandes exocrines, paires et fréquemment asymétriques. Le cours il y aura paire et symétrique. Bon, symétrique, généralement, le plus souvent, les deux glandes mammaires sont asymétriques. Sont un peu asymétriques. Bien sûr, ce sont des glandes exocrines, dont le rôle principal, c'est la sécrétion du lait maternel pendant la période d'allaitement. Bien sûr, je vous ai dit ici que l'étude de la glande mammaire est très importante et la science qui s'occupe de l'étude de la glande mammaire s'appelle la sénologie. Sénologie. S-E-N-O-L-O-G-I-E. La sénologie. C'est une science par immédiateté, d'accord? Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de cancers du sein. C'est l'étude de la glande mammaire. Le cancer du sein, je le dis et je le répète, c'est pour ça. Donc ce cours-là, c'est un cours qui est anatomique, mais beaucoup plus, c'est un cours pour votre carrière de médecin généraliste ou de médecin spécialiste. C'est un cours pratique. C'est un cours pratique. L'octobre rose, très bien, pour le dépistage du cancer du sein, donc il est très pratique, surtout pour ceux qui vont être, pour les médecins généralistes que vous allez être. Donc le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme. Rappel embryologique, toujours l'embryologie, elle est très importante. La glande mammaire est une annexe cutanée. Donc, quand on dit qu'elle est annexe cutanée, donc une origine, la peau, c'est ectodermique. Voilà. Donc une origine ectodermique, ectoplastique. Alors, voilà ici donc la peau avec une différenciation de l'épiderme, différenciation cutanée, avec ce qu'on appelle l'apparition d'une crête, une petite invagination, qu'on appelle la crête mammaire, à la 4e semaine du développement, la crête mammaire, qui est un épaississement, donc épaississement de l'épiderme, qui va, cet épaississement, bien cette crête, elle va depuis l'aisselle, depuis l'aisselle jusqu'à l'aine, le pli inclinal, depuis l'aisselle jusqu'à l'aine, d'accord? D'ailleurs, quand tu vois la chaîne, les mammaires, elles vont depuis l'aisselle jusqu'à, depuis l'origine du membre de la part antérieure jusqu'à l'origine de la part postérieure. Ce qui est fait chez la femme, depuis l'aisselle jusqu'à l'aine. C'est une crête mammaire. À la 6e semaine, la crête mammaire disparaît. Et les deux bourgeons mammaires, le maman, les deux bourgeons mammaires persistent et forment ce qu'on appelle l'aréole. L'aréole, c'est la partie pigmentée de la glande mammaire. Voilà ici, regardez chez l'embryon. Là, c'est la future aisselle, c'est l'origine du membre supérieur. Là, vous avez l'origine du membre inférieur. Vous avez ici une invagination, une crête, une ligne, une crête épidermique, une crête ectodermique, qui va former la ligne, ce qu'on appelle la ligne mammaire. La ligne mammaire. Regardez chez la femme que pourquoi
depuis les selles jusqu'à l'aine. Pourquoi cette définition est très importante? Parce que, kiff le rein là, on peut avoir des positions ectopiques, ce qu'on appelle des positions ectopiques. Vous pouvez avoir des anomalies de développement avec une femme qui va avoir une glande mammaire à ce niveau, ou bien ici, ou bien ici, ou bien là, ou bien carrément ici. Donc l'explication, elle est embryologique. On peut avoir des glandes mammaires surnuméraires, on en a plus de 2, et comme on peut avoir des glandes mammaires ectopiques, en position ectopique. Donc si on cherche une glande mammaire ectopique, on va la chercher sur la ligne mammaire. La ligne axillo-inguinale. La ligne axillo-inguinale. De l'aisselle jusqu'à l'aine. Très bien. Alors, quelques notions générales. Vous allez entendre parler d'une amastie. Amastie, c'est l'absence d'un ou des deux seins. Amastie, c'est un sein qui est absent. Une polymastie, c'est des seins surnuméraires. On peut avoir des seins dans cette ligne-là. Une athélie, c'est l'absence du mamelon. Une polytélie, c'est des mamelons surnuméraires. On a plus de 2. C'est clair. Maintenant, si on cherche, c'est toujours en suivant la ligne mammaire, la ligne axillo-inguinale. Très bien. L'anatomie externe, rapidement. Donc, bien sûr, le sein, dans le type modal, le sein, il occupe la partie antéro-supérieure du thorax, de part et d'autre du sternum. En avant des muscles pectoraux, en avant du muscle grand et le muscle pectoral. On regarde l'espace compris entre la 3e et la 7e corde. C'est des repères de position mais qui ne sont pas très respectés. D'accord? Sous l'influence de son propre poids, le sein tombe légèrement, ce qui crée un petit sillon, on parle chez la femme, un petit sillon entre le sein et la paroi. C'est ce qu'on appelle le sillon sous-mammaire, ou bien inframammaire. C'est un sillon qui est très important. Un sillon qui est très important, qui est le plus souvent négligé quand on fait un dépistage du cancer du sein. Généralement, on le néglige, alors qu'on peut avoir la tumeur qui est dans le sillon inframammaire, donc qui est négligé en mammographie et mais les radiologues, ça, c'est une région qu'on appelle les comment on s'appelle ça? Comment on appelle ça en radiologie? Des zones c'est pas dangereuse, mais j'ai oublié le nom. Les zones de tabac. Mais l'essentiel, il faut insister sur cette partie-là. C'est le sillon inframammaire qui est bien sûr entre la moitié inférieure du sein et le thorax. Les seins sont très hétérogènes, donc on peut avoir plusieurs formes de seins, plusieurs variantes, avec plusieurs consistances. La consistance, le volume, la forme est en fonction de chaque personne, et en fonction de l'âge chez la même personne. Donc, en fonction de chaque personne et en fonction de l'âge chez la même personne, le sein évolue sachant que le sein évolue bien sûr durant toute la vie de la femme. On a dit que même ils sont asymétriques. On peut avoir un sein qui est asymétrique par rapport à l'autre sein. Voilà ici une coupe sagittale du thorax avec la glande mammaire qui est là, en coupe sagittale. Là, une vue antérieure avec une planche de dissection de la glande mammaire. Regardez ici le mamelon. Autour du mamelon, c'est l'aréole. Ici, vous avez le sein. Et là, entre le sein et sur le thorax, c'est le sillon inframammaire. Regardez ici en coupe sagittale le sein qui repose ou bien qui est en avant directement du thorax et qui est en rapport direct par un fascia de glissement qui est ici, en rapport avec le muscle grand pectoral. Derrière le muscle grand pectoral, vous avez ici les muscles, c'est quoi? Les muscles intercostaux. Les muscles intercostaux, et derrière c'est la glèvre pulmonaire. La séreuse pleurante. Le sein ici, regardez, il est majoritairement formé par un tissu adipeux, majoritairement, et un tissu fibroglandulaire, c'est le tissu fonctionnel, c'est la glande proprement dite,
fibroglandulaires, bien sûr reliés à l'aréole et au mamelon par des canaux lactifères, qu'on appelle les canaux galactophores. Quand on dit glande exocrine, un canal excréteur. Les canaux excréteurs de cette glande exocrine, on les appelle les canaux lactifères, bien les canaux galactophores, ou bien les canaux galactophoriques. C'est la même chose, c'est des signes. Même chose ici en coupe schématique avec le sein, la glande mammaire, le tissu adipeux, le tissu fibroglandulaire, le grand pectoral, le petit pectoral qui est derrière, et ici vous avez les muscles, les côtes et les muscles intercostaux. Là, c'est un schéma qui montre l'aréole et le mamelon, l'aréole papillaire et le mamelon. L'ensemble forme ce qu'on appelle la papille mammaire. La papille mammaire. Vous voyez que le mamelon, il est exubérant, on dit qu'il n'est pas rétracté, sachant qu'il faut savoir qu'on peut avoir des variantes du mamelon, un mamelon soit normal, c'est-à-dire un mamelon qui est à l'extérieur, soit un mamelon qui est un peu ce qu'on appelle ombiliqué. Ça peut exister chez beaucoup de femmes, des mamelons ombiliqués. Mais attention, il faut toujours, quand on fait l'échographie mammaire là, toujours on pose la question à la patiente, à la femme, quand le mamelon est ombiliqué. Est-ce que quelqu'un est ombiliqué ou là quelqu'un est et tout d'un coup, c'est très important sur le plan clinique. Un des signes des cancers du sein, c'est la rétraction du mamelon. Il faut on peut tout d'un coup, d'accord. Il faut faire la part des choses entre un mamelon ombiliqué, qui est normal, et un mamelon rétracté. D'accord. C'est un signe, mais il faut toujours attirer l'attention. Il faut faire attention à ce signe-là, ce signe sémiologique. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Regardez ici, mention aussi très importante. Voilà, ce qu'on appelle les zones interdites. Les zones interdites de tabac. Les zones interdites de tabac. On a le sillon inframammaire, il y a la mammographie dans d'autres zones, c'est pas pour vous. Et il y a cette mention qui est très importante. Regardez le sein, le plus souvent, il présente un prolongement axillaire. Il présente, l'explication elle est embryologique, parce qu'il donc le plus souvent, il va présenter un prolongement. C'est comme un peu la testiculare de l'hypophyse. Mais il y a un prolongement axillaire. Et là aussi, il y a beaucoup de médecins qui négligent la partie de prolongement axillaire. L'idée de l'échographie, non, c'est bon, alors qu'il m'attache. Des fois, il chauffe le sang, ça m'attache, je cherche le prolongement axillaire. Donc, quand on fait l'échographie du sein, il faut explorer tout le sein, toute la glande, et ne négliger aucune partie. Le prolongement axillaire, des fois, on chauffe alors qu'il y a une tumeur qui est à ce niveau. D'accord? Donc cette notion de prolongement axillaire, elle est très importante. Elle est expliquée par l'embryologie. C'est bien. Et c'est une zone interdite, zone dangereuse, qu'il faut explorer. Il faut bien explorer. Très bien. Donc on a parlé ici de deux notions. Le mamelon ombiliqué, qui peut être normal, mais s'il est nouveau, il faut chercher une cause sous-jacente. Et on a parlé du prolongement axillaire. Donc il faut explorer quand on fait l'exploration du sein. Alors, les moyens de fixation. Il faut savoir que le sein, il n'a pas de moyens de fixation très importants. La preuve, avec l'âge, avec la musculature qu'il a, avec l'âge, le sein, il a tendance, chez les personnes, chez les femmes, chez les vieilles dames, donc il a tendance à tomber. D'accord? Alors, les moyens de fixité du sein, vous avez ici un fascia. Regardez, entre le muscle, c'est quoi le muscle? Voilà, entre le grand pectoral et le sein, il y a un fascia de glissement. D'accord? Un fascia de glissement, c'est le fascia superficialis. C'est un fascia c'est le fascia, superficialis, c'est comme un petit peu le fascia transversalis. C'est un dédoublement du fascia transversalis. D'accord? C'est le fascia superficialis.
d'accord, avec un dédoublement qui permet un plan de glissement. Deuxième moyen de fixation, c'est ce qu'on appelle les ligaments de Cooper. Les ligaments de Cooper, regardez, c'est-à-dire que le sein, il va être attaché à la peau il va être attaché à la peau par des prolongements qui vont se fixer à la peau. Ces prolongements-là, comme ça, hein, qu'on appelle les ligaments de Cooper. Et entre les ligaments de Cooper, le parent chimique, c'est ce qu'on appelle les crêtes de Durette. Donc vous avez deux notions, les crêtes de Durette et les ligaments de Cooper. Voilà ici une coupe avec la peau ici, le sein qui est là. Regardez ici les prolongements ou les extensions vers la peau. C'est ce qu'on appelle les ligaments de Cooper. Et entre les deux, vous avez les crêtes de Durette. Donc les ligaments de Cooper, ce sont des amarres conjonctives, voilà, des amarres conjonctives vasculo-nerveuses. Il y a des vaisseaux, il y a des nerfs vasculo-nerveuses qui suspendent, voilà, c'est comme un ligament suspenseur. C'est le terme que je cherche. Donc des extensions, des suspensions au plan cutané, à la peau, et qui constituent le principal moyen de fixité. Il relie la peau à la glande, c'est les ligaments, relie la peau à la glande, formant des prolongements, où il y a ce qu'on appelle des crêtes de Durette. Alors Cooper et Durette, c'est des membres. D'accord? Alors, l'anatomie interne. L'anatomie interne, c'est comme le poumon. Si vous vous rappelez des alvéoles, etc. C'est un ensemble de lobes avec des lobules et des sacs à l'intérieur. Alors, chaque sein contient 15 à 20 lobes. Ça, c'est ce que vous voyez ici en triangle. C'est un lobe. Chaque lobe est composé de 20 à 40 lobules. Ce que vous voyez ici à l'intérieur là, c'est le lobule. Et chaque lobule contient 10 à 100 alvéoles. Alors imaginez, chaque lobule contient 10 à 100 sacs alvéolaires. Des alvéoles sécrétoires. L'unité de base s'appelle l'asinus ou alvéole. Asinus ou alvéole, c'est ça. Là, dans ce lobule, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 par exemple ici, 6 alvéoles, 6 sacs. D'accord? Donc, ce qu'on appelle un asinus. L'alvéole est une cavité arrondie en forme de cul-de-sac qui constitue la partie sécrétrice de la glande. Chaque asinus se draine par un canal intralobulaire. C'est comme pour le poumon. Donc l'alvéole, un canal intralobulaire. Le canal intralobulaire alvéolaire est un canal de troisième ordre. Après, on dit un asinus, des acini. C'est de latin, un stimulus, des stimuli. Donc nous avons un asinus, des acini. Donc les acini et les canaux intralobulaires forment le lobule, d'accord? Et le lobule se draine par un canal interlobulaire, le voilà. C'est le canal interlobulaire, c'est le canal galactophore de deuxième ordre. Plusieurs lobules se réunissent pour former un lobe. Plusieurs lobules se réunissent. Ça c'est un lobule. Plusieurs lobules se réunissent pour former un lobe, d'accord? Et le lobe va se drainer. Le lobe glandulaire va se drainer par un canal galactophore de premier ordre. Le canal galactophore de premier ordre va se jeter dans le mamelon. D'accord? Donc les canaux galactophores convergent vers le mamelon, ils s'élargissent. Regardez, là, il y a des dilatations, des petites dilatations qu'on appelle les sinus lactifères. Les sinus lactifères, puis se rétrécissent. Regardez, le canal, il se rétrécit pour se déboucher au niveau des pores, c'est-à-dire les orifices du mamelon. D'accord? Donc on a des lobules, les sacs alvéolaires forment les lobules forment les lobes se terminent, se continuent par les canaux galactophores de premier ordre, une dilatation qu'on appelle sinus, et après le canal galactophore proprement dit. Et chaque canal galactophore
il a son propre orifice. Là, c'est très important aussi. Chaque canal de la plate-voie, il a son propre orifice de sortie. D'accord? Très bien. Est-ce que c'est clair? Les artères, la vascularisation, très importante. Et comme on l'a dit, à chaque fois qu'on traite un sujet des d'infiltration, le cancer, il faut bien explorer la vascularisation artérielle, veineuse et lymphatique. Pourquoi? Parce que dans le cancer du sein, quand on enlève le sein, il faut faire un curage embryonnaire le plus complet possible. Si on oublie une partie, ça veut dire, d'accord? Et c'est ça le problème du cancer du sein. Il y a malheureusement beaucoup de dames, de femmes, l'idée de la chimiothérapie, la radiothérapie, on a le sein, et au bout de quelques mois, quelques années, on a beaucoup de métastases. Pourquoi? Parce que malheureusement, soit elles ont été opérées à un stade tardif, soit malheureusement, et c'est ça le problème, soit le curage embryonnaire n'a pas été complet. Et ce n'est pas la faute du chirurgien, c'est très difficile. Le curage embryonnaire, il faut le suivre à très loin, la tête de cours. D'accord? C'est pas. On va voir après le curage embryonnaire. Donc c'est très important, la vascularisation artérielle, veineuse et lymphatique. Fermez la porte s'il vous plaît. Alors, pour le sein, il y a aussi 3 sources artérielles. 3 sources artérielles. Alors, la principale artère du sein, c'est l'artère mammaire interne. L'artère mammaire interne, qu'on appelle maintenant l'artère thoracique. Artère thoracique interne. Voilà ici, la glande, ici c'est quoi? C'est le tronc. On est à droite ou à gauche? On est à droite ou à gauche? À droite. Donc là c'est quoi? C'est le tronc artériel radiocéphalique avec ici l'artère carotide primitive droite et l'artère subclavière droite. De là derrière ici, derrière le sternocléidomastoïdien, ce muscle-là, là, normalement, il y a la ligne, voilà, on la voit ici, voilà, voilà. L'origine, elle est ici, c'est l'origine de l'artère thoracique interne. La voilà, elle est derrière les côtes. L'artère thoracique interne, d'accord? Donc, elle est d'où? Elle est de l'artère subclavière. Elle est de l'artère subclavière, très bien. C'est l'artère thoracique interne. C'est la principale artère, et vous voyez qu'elle va aborder, maintenant. Donc, elle va aborder le sein par sa partie supérieure et interne. Voilà, la partie supérieure et interne. Ça, c'est la principale artère, l'artère thoracique interne. Deuxième artère, c'est l'artère thoracique latérale, c'est-à-dire l'artère thoracique externe. L'artère thoracique externe, elle est là. Elle est là. هذه ولا هذه؟ مشكلة كبيرة. مونتو je crois هذه d'accord. La voilà. L'artère thoracique externe. L'artère thoracique externe, l'artère thoracique latérale, elle naît de l'artère axillaire. L'artère axillaire. L'artère axillaire qui est le prolongement de l'artère subclavienne et qui va donner l'artère brachiale, l'artère humérale. Donc, regardez cette artère thoracique externe, elle va aborder le sein par sa partie externe. Donc, elle va aborder, sachant que la principale source, c'est l'artère thoracique interne. Troisième source artérielle, ce sont les rameaux mammaires latéraux, branches des artères intercostales. Les artères intercostales, elles vont donner pour le sein des rameaux latéraux qui sont accessoires. Donc, 3 branches, 3 sources artérielles. L'artère thoracique interne, principale, née de la subclavienne, l'artère thoracique externe, latérale, née de l'artère axillaire, et les rameaux des artères intercostales. Très bien. La distribution s'effectue par des rameaux profonds, des rameaux regardés. Donc ici, c'est la source interne de la thoracique interne. Là, c'est la source externe de la thoracique latérale. D'accord?
Donc nous allons avoir des rameaux profonds qui vont pénétrer l'épaisseur de la glande et se ramifient entre les lobes et les lobules et se terminent par un réseau capillaire périacineux, entre les acineux, périacineux. Les rameaux superficiels, ça c'est les rameaux profonds, les rameaux superficiels, que en superficie, vont former des arcades autour de l'aréole, autour de la papille mammaire, autour de l'aréole. Donc de nombreuses anastomoses entre eux et avec la circulation thoracique de voisinage. La vascularisation s'organise en amont autour de l'aréole à partir des branches dirigées vers le mamelon et radiaires vers la périphérie. C'est un système circulaire concentrique. Alors les veines, même chose. Pour les veines, c'est calqué sur les artères. 3 drainages veineux calqués sur les artères, c'est-à-dire veine thoracique interne, veine mammaire interne. La veine mammaire interne, la voilà. La veine subclavienne, elle peut, les veines, il y a beaucoup de variantes. Elle peut se jeter soit dans la veine subclavienne, soit dans la veine cave supérieure, soit dans le type modal, c'est dans le tronc veineux radiocéphalique. Dans le tronc veineux radiocéphalique. D'accord? Dans le tronc veineux radiocéphalique. Le réseau latéral, c'est la veine axillaire, et le réseau postérieur, c'est les veines intercostales. Donc la disposition veineuse, elle est calquée sur les artères. Bien sûr, le drainage, les artères rigides ou les veines de l'or. D'accord? Donc le drainage, c'est ça. Les lymphatiques. Alors les lymphatiques, c'est très important. On a des lymphatiques, il faut connaître les lymphatiques pour faire le curage ganglionnaire. Il existe un double réseau. Déjà, la complexité, vous voyez, c'est très complexe. C'est ce qui fait que c'est le premier cancer. Parce qu'il est complexe sur son drainage lymphatique. Il est très complexe. D'abord, nous avons un plexus superficiel, un drainage lymphatique sous-cutané. Sous-cutané. C'est pour ça, parce que s'il n'y avait pas de drainage sous-cutané, s'il n'y avait que le drainage profond, on peut éventuellement faire un curage embryonnaire et sauvegarder le sein. Mais comme il y a un drainage veineux sous-cutané superficiel, donc il n'y a pas d'autre moyen que d'enlever ça. Il faut enlever ça. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord. Donc le drainage veineux sous-cutané, le voilà, bien sous-dermique. Regardez, ça va en haut, en susclaviculaire, ça va vers le sel, ça va en dedans, c'est autour du jaune, c'est très compliqué. Il faut tout enlever et faire ce qu'on appelle une chirurgie radicale. D'accord. Maintenant, le drainage veineux profond, superficiel dermique, cutané, et le profond qui est sous-dermique, qui communique avec celui des territoires classiques qu'on connaît. Alors, quels sont les collecteurs principaux? Regardez, par exemple, si on prend ici le sein droit, il y a un curage. C'est à peu près comme les vaisseaux. Donc, il y a un groupe qui va vers les selles axillaires. Il y a un groupe interne, donc qui va suivre l'artère et la veine mammaire thoracique interne. Il y a un réseau supérieur qui va aller en susclaviculaire. Mais malheureusement, c'est hérédité. Il y a un réseau lymphatique qui va vers le sein contralatéral. C'est pour ça, malheureusement, vous pouvez avoir une dame qui a un cancer du sein, droit, et au bout de quelques temps, il y a un cancer du sein gauche. Vous regardez, il y a le drainage, il se fait en X. Il est croisé. Le gauche, il met de la droite, la droite, il met de la gauche. Est-ce que vous avez compris? C'est pour ça qu'il y a certaines écoles qui sont radicales. Ils veulent que le cancer du sein gauche, on écrit les deux seins. Angelina Jolie, je connais ça. Je pense, j'ai entendu dire que la hack est deux seins. Ah oui, mais elle n'a même pas eu un cancer du sein. Et il y a le gars parce que. Voilà. Il y a certaines études déjà يقول لك اسكو واحد ما يولي يدخل فيها الغيب
يقول لك باللي راح دير un cancer. Donc il y a, je pense, نحط les deux seins parce que le gaz اللي عندها probabilité un gène كاين certaines écoles يقول لك اللي عنده un cancer du sein نحيو لها les deux seins parce qu'ils savent qu'il y a un risque de passage vers l'autre côté. Donc, on va répéter les groupes. Nous avons un groupe axillaire homolatéral, c'est-à-dire du même côté, un groupe lymphatique supraclaviculaire, donc c'est pas manifesté par des adénopathies supraclaviculaires à droite ou à gauche, un groupe lymphatique thoracique interne et un groupe lymphatique axillaire contralatéral. C'est-à-dire qu'elle a un cancer du sein gauche. Là, on le fait toujours, nous, quand on fait les. Parce que la dame, quand elle opère le sein, là, c'est des contrôles périodiques. Dans les contrôles périodiques, il faut faire des mammographies, il faut faire des échographies mammaires. Quand on fait l'échographie mammaire, il dit qu'on a un bel gauche. Quand on a le sein droit, il faut faire les selles droites. Ah, il n'y a pas de ganglion, il n'y a pas de ganglion, très bien. Ventre et l'abdomen. Mais il ne vérifie pas les selles gauches. D'accord? Donc c'est systématiquement, quand on fait un contrôle d'un cancer du sein, il faut explorer les deux aisselles. D'accord? Les deux aisselles. L'explication, elle est anatomique. Il y a un croisement. Est-ce que c'est clair? Voilà. En contrôle latéral. Est-ce que c'est clair? C'est très important. Regardez la complexité. Quand le chirurgien, il va enlever le sein. Et dire un curage ganglionnaire suivant l'aisselle qu'elle a, un curage ganglionnaire jusqu'à la base du cou, minimum, un curage ganglionnaire de toute la chaîne mammaire interne, thoracique, un curage ganglionnaire vers l'autre côté, voire même un curage enlever l'autre sein et un curage ganglionnaire de l'autre côté. C'est difficile. Sachant que là, il y a les intercostaux qui sont très profonds. C'est pour ça que c'est très difficile. Très difficile. Le cancer du sein, c'est un cancer malheureusement qui fait un ravage. Il fait un ravage et malheureusement même chez les femmes, les jeunes femmes. Même chez les jeunes femmes. Rabbi Afir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez saisi la complexité de la question? L'innervation. Bon, l'innervation, c'est pas très important. Donc il y a des nerfs, il y a deux groupes de nerfs. Toujours un groupe superficiel, sous-cutané, donc cutané, qui est issu des plexus cervical, plexus brachial et des nerfs intercostaux et des nerfs profonds qui suivent les vaisseaux dans la glande. Tous ces nerfs vont voir de nombreuses ramifications vers là et l'autre maintenant, sachant que l'innervation, vous savez, elle est très sensible chez la femme. Voilà, on a terminé. Il faut terminer par. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris pour le sein. C'est pour ça qu'on est au Maroc, c'est pour qui est fait, mais il est très riche en connaissances et en informations que vous devez avoir en tête. Alors, comment on peut explorer le sein? Il y a l'exploration clinique. Et là, on va vraiment faire la rose, il y a tout le monde. Comment explorer le sein? Et comment nous, on le fait sur le plan radiologique, sur le plan imagique. Sur le plan clinique, le sein, il est divisé sur le plan conventionnel par deux lignes verticales en 4 cadrans. 4 cadrans. Oh, la batterie. Alors, le sein, on le divise par deux lignes perpendiculaires en 2 cadrans. Un cadran supéro-interne, un cadran inféro-interne, un cadran supéro-externe et un cadran inféro-externe. D'accord? C'est clair? Et il faut faire la palpation cadran par cadran. Cadran par cadran, sachant que dans le cadran supéro-externe, il faut suivre le prolongement axillaire. Il faut suivre le prolongement axillaire et ne pas oublier le sillon inframammaire. Bon, ça c'est soit en cadran, soit il y a certaines écoles qui parlent de repérage horaire. Par exemple, s'il y a un nodule ici, par exemple, on dit qu'il y a un nodule à 11h, à 10h, à 9h, à 8h, 7h, et dans
un repérage dans un repérage horaire. Est-ce que c'est clair? Sachant que, regardez, la majorité de la glande mammaire se situe dans le cadran supéro-externe. On parle de la glande, hein? La glande, la graisse. La glande, la majorité de la glande se situe dans le cadran supéro-externe. Pourquoi? C'est l'origine embryologique. Donc, la majorité de la glande va être un peu située dans le cadran supéro-externe. Est-ce que c'est clair? Et c'est pour ça que la majorité, malheureusement, des nodules malins, des cancers, tout ça, demandent le cadran supéro-externe. Parce que vous n'allez pas avoir un cancer de la graisse. Mais ça peut exister. Le cancer du sein, quand on dit cancer du sein, on a un cancer de la glande. C'est le tissu fibroglandulaire. Ce qu'on a dit de ça, c'est le tissu fibroglandulaire et de la graisse. Mais là, c'est le tissu fibroglandulaire. Très bien. Voilà, ça c'est pour l'exploration clinique, c'est-à-dire la palpation, soit la palpation on peut faire soit la palpation par le médecin, soit l'autopalpation. La palpation, elle se palpe, il y a l'autopalpation, elle se palpe toute seule. Très bien. Bien sûr, quand il y a aussi des facteurs de risque, le sein, vous savez qu'il y a des facteurs de risque familiaux, donc il y a un facteur de risque. Il y a beaucoup, comment dire, il y a la puberté précoce, il y a la ménopause cardiaque, il y a beaucoup de facteurs de risque qui sont dans ça. Vous allez voir les facteurs de risque. L'allaitement est une prévention contre le cancer du sein, etc. La pilule contraceptive est un facteur de risque. D'accord? La pilule contraceptive est un facteur de risque. Alors, sur le plan mammographique, sur le plan radiologique, il y a d'abord la mammographie. Donc, il y a à partir de 45 ans, il faut faire une mammographie systématique tous les 2 ans. La mammographie, c'est une exploration radiologique du sein. Voilà ici un mammographe avec la patiente qui met le sein et on fait pas de rayon, une radiographie du sein. Alors, dans la mammographie, il y a deux incidences. Il y a la face et il y a l'oblique. Voilà ici l'oblique. Regardez, ce que vous voyez ici, c'est le muscle grand pectoral qui doit descendre. Avec ici tout ce qui est noir, c'est de la graisse, c'est de la clarté graisseuse, qu'on appelle. Et tout ce qui est blanc ici, là par exemple, chez cette patiente-là, le sein, il est à majorité graisseuse. Il y a une classification de type de sein, type A, type B. Donc là, c'est un type A, c'est-à-dire un sein qui est majoritairement graisseux. D'accord? Avec une minorité glandulaire. Voici là, ici le tissu fibroglandulaire. Donc là, c'est la graisse, le tissu fibroglandulaire qui est là. Voilà ici le sillon inframammaire. Regardez. Il doit être bien dégagé pour qu'on ait une opacité d'un nodule ici, on le voit. Là, c'est le sillon inframammaire. Ça, c'est ce qu'on appelle la coupe oblique, c'est-à-dire la latérale oblique, médio-latérale oblique ou bien oblique. Sur une coupe de face, là, c'est le mamelon, on ne le voit pas ici, ça, il est bien visible, il n'est pas rétracté. Là, c'est un sein qui est à prédominance, à majorité glandulaire. Regardez, il y a plus de blanc que de noir. Donc, il y a beaucoup de tissu glandulaire, d'accord? Avec ici, c'est la graisse. Là, c'est le tissu glandulaire. Là, c'est la graisse qu'on appelle la graisse rétroglandulaire. Là aussi, dans la graisse rétroglandulaire, c'est ce qu'on appelle une zone interdite. Maintenant, il y a un module ici. Un module ici, c'est pas dans la graisse rétroglandulaire, c'est un module qui est très suspect. Un module qui est ici, c'est-à-dire un module ici ou bien ici, il compte plus rassurant que Hada. Dans la graisse rétroglandulaire, c'est pas. Sachant que, attention, mais si un module que le sein, on a un cancer, vraiment. Surtout chez les jeunes filles, c'est que la plupart des modules chez les jeunes filles de votre âge, c'est des modules bénins. C'est soit un adénofibrome, soit un kyste. D'accord? Il ne faut pas avoir la proportion. Le cancer, c'est à partir d'un certain âge,
Et quand il y a des facteurs de risque, chez la jeune fille, 50% des nodules sont des nodules bénins, soit des kystes simples, soit des fibromes. On appelle fibroadénome ou adénome. Très bien, on passe. En échographie. En échographie, voilà, on peut faire l'examen. Plus, là aussi je vous donne l'info pratique, hein. Plus l'âge avance, plus c'est la mammographie qui est plus fiable. Parce que plus l'âge avance, malade âgé à partir de 45 ans, 50 ans, c'est la mammographie qui montre plus. Pourquoi? Parce que dans la mammographie, plus l'âge avance, regardez, très bien, plus l'âge avance, plus il y a une involution graisseuse, plus le sein vous dit graisseux. Donc plus il vous dit noir. Donc quand on fait une mammographie, même quand il y a un tout petit nodule, bien, il vient. D'accord? Donc la mammographie, elle est très fiable chez la femme âgée, chez la femme à partir de 45-50 ans. Hein? L'axe, chez la jeune fille, c'est l'échographie. Il faut dire mammographie chez une jeune fille, mais à fois, il ne faut jamais faire une mammographie chez une jeune fille. On va dire radier, pour bien. Ici, les personnes ont des généralistes, malheureusement, ils accrochent. الطفله صغيره كما 17 18 عندها راه يدير ماموغرافي c'est archi faux. Une jeune fille c'est l'échographie, d'accord? Une mammographie تلقاو الدنيا بيضاء alors que هنا s'il y a un nodule في دعوه بيضاء واش يبان؟ Vous avez compris? Très bien. Donc c'est juste ce que je vous dis pour votre carrière. S'il vous plaît, quand vous allez devenir généraliste, même les spécialistes ne demandez pas de mammographie chez une jeune fille de 18 ans. Mais jamais. Demandez une échographie. D'accord? Maintenant, si on fait une échographie, on a un nodule suspect. Maintenant, le radiologue peut éventuellement lui demander une mammographie. D'accord? Mais chez une jeune fille, écho. Chez une femme âgée, mammo plus écho. Donc la maman, l'écho chez la jeune fille, donc l'écho, pour la maman, le plus souvent, va s'approcher. Est-ce que c'est clair? Voilà, regardez, chez l'échographie, ici vous avez la peau, ici c'est le tissu graisseux sous-cutané. Là, ce que vous voyez en hyperéchogène, ce qu'on appelle en blanc, c'est la glande. Là, la glande est là, proprement dite. Regardez, c'est quoi j'ai pas l'accord là. Très bien, c'est les ligaments et les crêpes culturelles. Regardez la glande qui va c'est normal, c'est là, c'est la suspension. La suspension, c'est les ligaments. La peau, là, c'est quoi? Les méachiques, nodules, là, c'est quoi? C'est les côtes. C'est les côtes. C'est les côtes. C'est les côtes. Donc ce que vous voyez ici, c'est les muscles intercostaux. Là, c'est quoi? Derrière les côtes. La plaie et le poumon. L'air et le poumon. Très bien. Et là, vous voyez ici très bien le tissu fibroglandulaire. Là, c'est la glande proprement dite. Vous avez compris. Maintenant, le nodule, généralement, il compte très bien. Donc, si vous avez chez une jeune fille, avec le sein riche en glandes, s'il y a un nodule, il va être là, mais là. Il va. Il y a un noir. Donc il va. Sur la maman, max, sur la maman, le nodule, il peut dire, pas opacité. Il peut dire, il y a un sein qui est blanc, mais il va. Là, il va faire حاجة احنا معتزلين في la graisse. Est-ce que c'est clair? Très bien. Ça, c'est pour l'écho. L'IRM, bon, l'IRM en matière de ça, c'est pas un examen systématique. On peut aussi le demander en dernière intention pour faire des études plus spécifiques, la vascularisation, la diffusion, etc. On le utilise. Mais, malgré
les avancées, etc., le couple, c'est pas le couple, le trépied qui est un volume du dépistage du cancer du sein, c'est la clinique, la palpation et le couple écho-maman. Le couple écho-maman, sachant que là, le écho, c'est un guéroir, là, maman, c'est un guéroir. Le scanner, alors le scanner, en matière de sein, le scanner, le sein, la glande d'accord? Le sein, là, c'est le cœur, là, c'est les poumons. Le cœur ici, là c'est un scanner qui n'est pas injecté, et là c'est un scanner qui est injecté. Le scanner, bon, on peut, mais le plus souvent le scanner c'est pour le bilan d'extension. Un âge de chocolat, oui, je connais, on appelle un bilan d'extension. On fait l'écho-mammo, on fait un signal, on fait un scanner pour voir s'il n'y a pas de métastase, si le poumon n'est pas touché, si l'os n'est pas touché, etc. Tout ce que vous voyez ici en blanc, c'est l'os. Là, c'est quoi alors? C'est quoi l'os? C'est le cerveau, en fait, là, c'est la vertèbre thoracique, là, c'est les côtes, d'accord? Et les coudes. Là, c'est quoi? C'est quoi l'os là? C'est la scapula. Et enfin, la galactographie. La galactographie, je vous ai dit, la galactographie, c'est quand il y a un écoulement. Un écoulement mammaire. Je peux donner mon école de la qui est suspect, on va faire des études. Ça veut dire qu'il y a un écoulement, on va suspecter un problème au niveau du canal galactophore. Donc, on fait, et je vous ai dit tout à l'heure, que chaque canal il a son propre orifice. Donc, on va prendre l'orifice des kharas de l'écoulement et on va injecter un produit de contraste pour essayer de suivre le canal, ce qu'on appelle la galactographie. D'accord? C'est pour détecter les carcinomes canalaires, les cancers des canaux galactophores. Bon, c'est juste, je vous ai énuméré les différents examens et on a dit que la base, c'est la clinique, la palpation, sachant en connaissant bien sûr le facteur de risque, et le couple écho-mammographique. Merci.